Bien Benessa, bonjour et merci d'être avec nous une fois de plus pour commenter la politique d'Emmanuel Macron, de Sébastien Lecornu, ce nouveau gouvernement. On n'arrête plus, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Liselotte. Je ne sais pas s'il y a une malédiction, la période, mais j'espère qu'un jour nous aurons des hommes de notre stature que le Cornu et surtout Emmanuel Macron à commenter, mais enfin bon, l'avenir Je, le dira. je nous le souhaite et je le souhaite aux auditeurs aussi. Guylain Benessa, est-ce que vous pourriez commencer d'ailleurs par donner votre avis sur cette reconduction de Sébastien Lecornu? Écoutez, c'est simple. Pour moi, le plus important, c'est de quitter ou plutôt d'arriver à débroussailler cet enfumage. C'est-à-dire que la chose qui me hérisse depuis maintenant 2 jours et qui me hérisse depuis longtemps en réalité, c'est cette folie de ce qu'on appelle le gouvernement technique. Déjà, d'une part, parce que on va dire ontologiquement, ça n'existe pas un gouvernement technique. Le technicien n'est jamais neutre. Il n'y a pas une espèce de main invisible et merveilleuse qui va régler les problèmes que nous avons depuis longtemps. Donc, en fait, un gouvernement technique, en l'occurrence, et on le voit très vite lorsqu'on débusque les différentes personnalités, comme le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui est en réalité un blanchi sur le harnais de Bayrou, très proche d'Elisabeth Borne durant plusieurs années au ministère. On s'aperçoit déjà que ce n'est pas un vrai technicien au sens où on l'entend, c'est-à-dire c'est un homme politique de long, c'est l'état profond macronien qui est là, en réalité, c'est l'arrière-fond de la Macronie, allié en réalité, au bal des mêmes, c'est-à-dire qu'on a Gérald Darmanin et tous les autres qui sont là, avec des débauchages de seconde zone, comme Annie Genevard, dont à mon avis les Français n'avaient pas beaucoup entendu parler il y a 2 jours et dont ils auront oublié le nom dans 8 jours. Donc en réalité, pour moi, c'est un mélange des mêmes et de l'état profond macronien. Tout ça pour ça, voilà, c'est, si vous voulez mon avis en 2 secondes, tout ça pour ça, en même temps. Je vous disais il y a un an, Liselotte, je pense, environ, hein, malheureusement, je vous disais qu'il y aurait une réduction progressive, une diminution des possibles vers ce qui resterait. C'est-à-dire qu'on attend. Ah, on a perdu Guylain Benessa en cours de route alors qu'il nous rappelait ce qu'il nous disait il y a un an et que je serais bien en peine de le faire à sa place. Ah, c'est Il n'y bon. a rien de plus. Alors, vous avez été coupé quelques secondes, Guylain Benessa. Est-ce que Ouais. vous pourriez nous répéter simplement ce que vous nous disiez il y a un an? Je disais il y a un an qu'il y aurait juste une réduction, on aurait les mêmes qui seraient toujours là, il resterait les grognards et les fidèles de la Macronie. Aujourd'hui, c'est ce qui nous Ouais. reste, quelques grognards, quelques fidèles, avec quelques ralliés, parce que de toute façon, il ne reste plus grand-chose. On a tout tenté dans cette équation, où Macron a tout tenté, et ce qui lui reste, finalement, c'est ce gouvernement Lecornu 2, qui est l'opération de la dernière chance. Je précise tout de suite, parce que je trouve que c'est très intéressant, c'est l'opération de la dernière chance et en même temps, voilà, vous voyez, je fais du Emmanuel Macron le matin, décidément, des années plus tard, il aura eu mon cerveau également. Finalement, hier, ça l'a pas empêché d'être extrêmement présomptueux, voire carrément arrogant, en disant c'est la faute des autres, c'est pas ma faute. Je veux dire, en Égypte, avant de se faire d'ailleurs gentiment humilier par Donald Trump, mais sinon que ça l'empêche pas d'être bravache. Finalement, vous savez, Macron n'a pas changé 8 ans plus tard, même quand il fait tout faux, il continue à dire que c'est la faute des autres. En réalité, c'est comme un ado, vous voyez, il a fait n'importe quoi, mais c'est la faute des copains, ou des arrière-copains. Oui. Alors d'ailleurs, le peu de Français qui soutiennent encore Emmanuel Macron, donc on le rappelle moins de 15% quand même, expliquent, et c'est des messages qu'on peut voir régulièrement sur les réseaux sociaux par exemple, que si Emmanuel Macron a échoué, c'est parce qu'en fait depuis le début, certains voulaient qu'il échoue et donc comme il le voulait tellement, et ben ça a mis une mauvaise ambiance et le pauvre, et ben il partait perdant comme si en fait ce n'était pas le lot de chaque homme politique qui arrive au pouvoir d'avoir des adversaires qui veulent sa perte. Mais bon, passons. Ce n'était pas sa faute. J'ai pas vu ça tourner, c'est assez invraisemblable comme interprétation. Donc en Enfin, fait, l'État macronien qui avait tous les leviers, une majorité à la base, plus des amis au Conseil d'État, à la Cour de cassation, au Conseil constitutionnel, dans toutes les juridictions, y compris en Europe, tout le monde les voulait, mais c'est la faute des autres. Pas mal comme exactement. interprétation. Bah oui, c'est pratique, disons. Sur ce gouvernement technique, on peut peut-être d'ailleurs souligner le fait qu'en fait, on nous explique que voilà, Emmanuel Macron et donc Monsieur Lecornu sont allés chercher les profils qui réussiront à peut-être redresser le pays. En réalité, ils sont mauvais techniquement. Et par ailleurs, est-ce que les Français attendent encore un gouvernement technique ou est-ce qu'au contraire, ils sont dans une phase de d'effarement qui les fait plutôt attendre en fait de grands hommes avec des valeurs et puis voilà quelque chose qui va dépasser un peu cette technicité de bureau dont ils ne veulent plus. Écoutez, alors bon, premièrement, et là j'invente rien, il y a une période de dégagisme, ça sent le dégagisme à mon avis
à bon compte et fort logiquement, parce que ce qu'on vit, maintenant, j'essaie de prendre un peu de champ, hein, Lise, là, vous permettez, Allez-y. plutôt que les petits profils et les petites personnalités. Le spectacle que nous avons depuis 10 jours est un spectacle honteux. Et quand je dis honteux, j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres antennes que la vôtre. Je le répète ce matin, je suis désolé de le répéter, mais personnellement, ça me fait mal. C'est-à-dire que j'ai 40 ans, je n'ai pas connu malheureusement les glorieux anciens. Je n'ai pas eu la chance inouïe de vivre du temps du général de Gaulle. Je n'ai même pas vu la France pompidolienne. Il ne me reste rien de ça si ce n'est des livres. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que la période veut ça. Je passe plus de temps à arpenter les bouquins sur cette période que cette espèce de gloriole fantasque et lamentable de nos temps contemporains. Donc il y a une, on est en fin de règne, il y a une fin de parcours, ça sentait déjà la décadence, mais enfin tout de même là, la décadence se voit. D'ailleurs, je pense que si on a une chose à retenir du bilan d'Emmanuel Macron, très positif pour le coup, c'est qu'il aura rendu par son inconsistance, il aura rendu transparente cette décadence. On aura tout vu à travers lui. C'est-à-dire qu'il entraîne tout le monde avec lui. Finalement, ce spectacle désolant éclate. Quelque part, c'est grâce à lui. Maintenant, si on prend un peu de champ, qu'est-ce que peuvent attendre les Français? Je n'ai pas, je veux dire, j'ai pas aucune prétention à parler au nom des Français, mais je suis effaré, comme tout le monde. Ce que je crois profondément, c'est que le spectacle est si désolant qu'à mon sens, un homme se dresserait qui ne serait qu'un tout petit, qui ne serait qu'à la cheville du général de Gaulle, il trancherait tellement qu'il l'emmènerait avec lui. Il emballerait le pays, il emmènerait avec lui, à mon avis, un morceau, on va dire, non négligeable du peuple. Parce que je pense que par réaction, voir surgir un homme d'État, avec un homme avec une profondeur intellectuelle, qui ait repris un peu les textes, qui comprenne un peu son pays, qui ait un peu sillonné la France, qui ne vienne pas exclusivement du carré magique, je veux dire, de l'école alsacienne type Gabriel Attal, je pense que ça choquerait tellement, vous voyez, que le masque tomberait immédiatement et quelque chose de choquant presque à l'envisager. Je vous donne un exemple très simple. Là, je relisais il y a quelques jours l'appel de Cochin. Donc l'appel de Jacques Chirac le 6 décembre 78, qui appelait à résister face à l'Europe de la vassalisation et à l'Europe des marchands. Alors c'est un texte écrit par Marie-France Garot, Pierre Juillet, qui a fait date. Mm. Mais quand vous reprenez ces textes du 6 décembre 1978, vous vous rendez compte du désastre dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, il y avait une feuille de route, il y avait une ambition, il y avait des velléités, il y avait une façon de voir la France. Il y avait en deux temps, trois mouvements, on voyait s'incarner une politique. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'était Marie-France Garot qui tenait la plume. Marie-France Garot qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, Ouais. c'était autre chose que la tambouille politicienne. Là où je veux en venir, c'est que vous me demandez le regard des Français. Je pense d'une part qu'ils n'attendent absolument plus rien du système en place. Moi, j'ai juste peur que les institutions volent avec. Parce que, vous savez, on a tendance à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain à force de voir cette médiocrité. On se dit, tout le monde est responsable, y compris le cadre général, alors que c'est juste la médiocrité des petits hommes. Donc, à mon avis, si la politique était faite à l'envers de la politique actuelle, je suis persuadé qu'il y aurait un regard beaucoup plus amène d'un coup. Et je suis sûr qu'en deux temps, trois mouvements, on pourrait au moins donner un peu d'espoir je veux dire, à des Français qui doivent regarder leurs élites avec, je dirais même pas avec stupéfaction, avec, je veux dire, avec au mieux, beaucoup de raillerie et d'ironie, au pire, un goût de sang dans la bouche. Ouais. Quand vous dites que vous avez peur que les institutions volent avec Emmanuel Macron, justement, c'est l'un des arguments qui est utilisé par la Macronie. Il nous explique, en fait, accepter ce gouvernement parce que ce qui compte aujourd'hui, plus que tout, c'est cette stabilité institutionnelle. Et force est de constater que cet argument pèse bien peu dans l'esprit de bon nombre de Français qui se disent finalement on essaie de nous sauver des institutions qui sont complètement dysfonctionnelles, que ce soit la faute de la Macronie ou enfin voilà des députés ou que sais-je, ça ne les intéresse plus. Mais effectivement, ils sont tentés de se dire pourquoi pas laisser voler en éclats ces institutions, qu'elles balayent tout sur leur passage et qu'on reparte sur une feuille vierge. Qu'est-ce que vous en pensez, Guilain Benessa? Alors, si vous voulez, on vit une époque, Liselotte, où on marche littéralement sur la tête. C'est-à-dire qu'on fonctionne à l'envers et on donne aux mots et aux choses une définition rigoureusement inverse à ce qu'elles sont censées dire. Je donne un exemple précis. Quand j'entends la Macronie, Emmanuel Macron lui-même se prétendre gardien des institutions et de la stabilité, c'est ce qu'il a d'ailleurs dit hier en Égypte, je rappelle que la démission d'Emmanuel Macron
la démission d'Emmanuel Macron n'est pas une contre-indication ou une sorte de pulvérisation du système. La démission d'Emmanuel Macron est la solution et le mode d'emploi de la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que les institutions devraient pousser à ce qu'il démissionne. Le président battu doit partir, général de Gaulle, 1962. Alors certes, ce n'est pas inscrit dans la Constitution, mais c'est exactement la raison pour laquelle d'ailleurs toute la caste détestait le gaullisme à l'époque, parce qu'il était plébiscitaire par nature, c'est-à-dire qu'il disait « il faut être légitime pour gouverner, quand vous n'êtes plus légitime, vous ne gouvernez plus ». Or, Emmanuel Macron fait le contraire, il n'est plus légitime, il ne l'est plus depuis bien longtemps maintenant. Aujourd'hui, il n'est à la limite plus constitutionnellement sur ses deux jambes, c'est-à-dire qu'il joue avec le cadre, il le tord, il le corrompt, il le malaxe, si je peux dire. Ce qui fait que de nous dire qu'il est un vecteur de stabilité alors qu'il est à la raison même de l'instabilité, c'est se foutre de la gueule du monde, littéralement. Ensuite, quand on me dit attention, vive la disparition des institutions, foutons tout ça en l'air. Au fond, on en a marre de la caste, il vaut mieux tout casser. Alors là, je me permets, Liselotte, je prends juste 2 minutes, je vais essayer d'être précis, et j'ai rarement l'occasion d'aborder ce point, et je tiens à le dire. Ce qu'attendent les successeurs de Macron, qu'ils s'appellent Gabriel Attal, Édouard Philippe, on trouvera un autre bébé Macron ou bébé compatible demain. Ne vous inquiétez pas, au bal des médiocres, ils sont nombreux. Je veux dire, tous ne sont même pas encore rentrés dans la pièce. La seule chose, ce dont ils rêvent, c'est de casser la Constitution de la Ve République. Ils en rêvent. Ils en rêvent depuis 1969. Ils n'ont jamais aimé les institutions françaises, jamais. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, qu'est-ce que racontent tous ceux qui nous détestent? Je m'explique. Les Thierry Breton, ex-commissaires européens sans légitimité, qui donnent des leçons de morale partout, les ministres ex-plénipotentiaires européens, type Michel Barnier, j'en ai des tas. On peut même plus faire le florilège de tous ceux qui, en réalité, ne défendent plus vraiment nos institutions depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'un mot à la bouche actuellement, c'est le compromis, on l'entend partout, le compromis, la coalition et l'Assemblée, c'est-à-dire aller vers un régime parlementaire. C'est leur grand truc, ça fait très longtemps que ça dure, c'était la théorie de Mitterrand, le coup d'État permanent. Il rêvait, finalement il était très bien dans le fauteuil présidentiel, mais il rêvait d'un régime parlementaire. Et le problème, il est très simple, c'est que tous ceux qui nous détestent, ceux qui détestent le pays au fond, tous ceux qui n'ont jamais aimé le général de Gaulle, tous ceux qui n'ont pas envie qu'on ait de leadership, qu'on ait une indépendance nationale, qu'on vive debout, ils ont toujours eu une obsession extrêmement simple, c'est d'abattre le président de la République, la figure présidentielle, de donner le pouvoir au Parlement, ensuite de trouver tous les subterfuges du monde qui s'appellent notamment le Conseil constitutionnel, tout ça c'est des apôtres de la République des juges, ils adorent ça, le gouvernement des juges, et au fond d'accélérer l'agenda européen. Donc moi je veux bien qu'on casse ces institutions, à la limite, je veux dire en valeur absolue, moi je suis ouvert à tout, mais qu'est-ce qu'on mettra derrière, sachant que c'est la dernière petite lueur qui brille encore dans un océan qui est l'européanisme, le régime parlementaire, la coalition des partis, la victoire des médiocres. D'accord ? Moi, personnellement, je ne rêve pas de vivre sous l'égide du gouvernement des juges et je ne rêve pas de vivre sous l'égide de coalitions partisanes médiocres qui nous ramènera au temps des petits anciens, des glorieux de pacotille de la 4ème République. Tout ça, je trouve ça insupportable. Et nous n'oublions jamais que tous ces gens adorent l'Assemblée nationale, ils adorent la République des copains, mais ils détestent une chose très simple, le peuple et le peuple souverain. Ils ne l'ont jamais aimé, et demain, ils l'aimeront encore moins si vous leur donnez les clés pour phagocyter et flinguer le système une bonne fois pour toutes. Guilherme Benessa, on comprend bien que vous aimeriez que le général de Gaulle revienne. D'ailleurs, on salue Paul-Marie Couteau qui sanglotait parce qu'apparemment, on ne recevait pas assez de gaullistes convaincus à notre antenne. Donc, je pense qu'il sera consolé ce matin s'il nous écoute. Je lui souhaite. Et puis, sinon, on ne manquera pas de lui envoyer cette émission. Mais Guilherme Benessa, malheureusement, le général de Gaulle n'existe plus. En tout cas, des hommes de cette trempe, apparemment, ont déserté le terrain politique aujourd'hui. Emmanuel Macron n'est plus légitime, mais un jour il partira. Est-ce qu'aujourd'hui on a réellement la possibilité de trouver quelqu'un de légitime? Si on s'intéresse juste à cette question au-delà de l'ordre moral, de la valeur des hommes, est-ce que simplement on pourrait trouver quelqu'un de légitime? Parce qu'on l'a bien vu, ne serait-ce que pour constituer une assemblée
à peu près équilibré, on retombe dans un jeu de coalition, de nouveaux fronts populaires, et puis finalement les résultats sont systématiquement biaisés, et dans tous les cas ils sont tellement partagés que ça ne convient à personne, jamais. Ah, juste une petite remarque pour répondre implicitement à ce que vous disiez à l'instant sur Paul-Marie Couteau. Vous savez, j'apprécie je constate votre légère ironie, Liselotte, à me renvoyer un gaullisme d'antan, daté et achevé. L'ironie était pour Paul-Marie Couteau plus que pour vous, si ça peut vous Mais rassurer. j'ai senti la petite pique, Liselotte, je commence à vous comprendre même à distance. Non, non, On alors se connaît même. maintenant. Petite remarque quand même. Moi, je ne suis pas tombé là-dedans par nature. J'y suis tombé parce que, en fait, la France a vécu un accident de 11 ans. De 1958 à 69, on a vécu un accident, un grand accident, une période où le peuple était souverain, où le référendum ça existait, où en fait on donnait la parole au peuple, etc. Et en fait, c'était un accident de l'histoire. C'est-à-dire qu'après, petit à petit, on a passé des marches successives pour revenir à la médiocrité d'aujourd'hui. Emmanuel Macron en 2025, c'est le fossoyeur d'une histoire de 60 ans. C'est tout. Il met le dernier clou dans le cercueil. Alors moi, j'ai pas la mélancolie ou la nostalgie à la bouche. Je dis simplement que demain, je préférais un accident de l'histoire, comme on en a eu un, que de continuer la désertion, la médiocrité et la fin de l'histoire dans laquelle nous entraîne Emmanuel Macron. Malheureusement, j'aime le peuple. Je veux dire, je pense que le peuple souverain, c'est fondamental. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron pense ça et je ne crois pas que les autres le pensent. Petite remarque. Mm. Ensuite, alors, comment, je veux dire, votre question a été qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et On est comment d'accord? trouver quelqu'un de légitime dans un pays qui est Euh, aussi fracturé politiquement? mais écoutez, alors, vous avez vu, je suis en train de sourire parce que votre question n'appelle aucune réponse facile, mais pourtant on est obligé de le faire. Alors, j'ai eu je vous cache pas, là, j'ai eu un échange avec un ami qui m'écoute depuis longtemps, qui nous écoute certainement ce matin, qui nous écoutera, et qui se fiche légèrement de moi en me disant, Guilain, il faut du pognon, il faut du pognon, il faut du pouvoir. Personne ne peut jamais devenir président de la République comme ça. Alors, oui, c'est vrai. Je veux dire, je ne le nie pas, d'accord. Je ne pense pas qu'on le devienne en 5 minutes. C'est pas du tout ce que je dis. Mais en même temps, soyons sérieux 2 minutes. Si vous reprenez le Traître et le néant, vous savez, le bouquin de Davé et l'homme sur la montée d'Emmanuel Macron, Macron, certes, il y avait des puissances d'argent qui étaient toujours là, mais sur le fond, à l'origine, c'était une vingtaine de gus dans une cuisine avec Brigitte qui faisait la bouffe, qui ont une idée absolument lumineuse, c'était de pousser Manu. C'était 20 gus dans une pièce. Alors, on peut me dire que les 20 gus étaient pas cons, on peut me dire qu'il y avait des ministres dans l'eau ou des secrétaires d'État, on peut me dire qu'il y avait il y avait des proches d'Emmanuel Macron, mais au fond, c'était 30 gus dans une cuisine. Alors, petit à petit, la cuisine s'est agrandie, on a ramené plus de gens. Évidemment, les puissances type Alain Main, qui est le cercle de la raison, est allé bénir le jeune garçon pour comment dire, pour l'emmener vers la voie royale. Il n'empêche, c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, ce que je dis, c'est que demain, sur le fond, je crois aussi, personnellement, je donne un avis, là, c'est un petit coup de griffe, peut-être sur une partie de l'échiquier. Je trouve que les souverainistes, qu'on les appelle comme ça, voire les identitaires, si on les appelle comme ça, voire les gaullistes mélancoliques, si on les appelle comme ça, ils ne fédèrent pas. Ils ne fédèrent pas. Ils sont chacun dans le couloir de la mort. Je veux dire, ils s'engueulent plus qu'ils ne se rassemblent. Ils sont incapables, la plupart, de discuter. Je veux dire, regardez les querelles de chapelle, les querelles d'ego. Je veux dire, c'est invraisemblable. Regardez en 2022, Emmanuel Macron, Éric Zemmour, pardonnez-moi, et Marine Le Pen Mm. jouaient à un grand jeu de se détester en public au moment même où il y avait l'élection présidentielle. Et je ne donne pas de bon point à l'un ou à l'autre. Je suis pas là-dessus, en fait. Comment voulez-vous une seule seconde qu'on imagine que quelqu'un dépasse tout cela quand les rares fois où il y a une opportunité, ça finit en nom d'oiseau, en insulte et franchement, en politique à la petite semaine, en lieu et place de quelque chose qui guide qui que ce soit et qui entraîne qui que ce soit. Excusez-moi, je suis moi-même un peu sceptique quant à l'idée qu'on arrive à dépasser ces querelles d'ego, mais encore une fois, je pense que les écuries d'Augias peuvent être nettoyées. Je pense aussi, là, honnêtement, pour faire un... J'essaye de prendre un peu de champ. Je pense que on peut appeler ça l'afuérisme, d'accord, l'afuera, on va dire, Mm. qui se développe un peu partout. Je pense que les partis vont en prendre pour leur grade, et je pense que les partis, généralement, y compris peut-être le RN lui-même, risquent d'être un petit peu aspirés vers dans la mauvaise opinion qu'ont les gens, je dirais, à l'égard de la politique, parce que finalement, le dégagisme, la crise n'amène que la crise, et le dégagisme n'amène que le dégagisme. Je ne crois pas qu'il n'y aura pas un caractère presque radioactif qui risque de toucher tout le monde, y compris ceux qui, à l'intérieur du système, s'opposent au système. Vous voyez,
je suis un petit peu méfiant là-dessus. Et d'ailleurs, je pense que pas mal de gens se méfient, y compris au sein du RN, quant au dégagisme montant qui risque également quelque part de les absorber. Oui, effectivement, puis on regarde souvent les résultats, les scores de chaque parti, chaque candidat, mais il serait de bon ton de s'attarder aussi sur le niveau d'abstention ou de vote blanc, par exemple, qui concerne une large majorité des Français et effectivement, qui pourrait, mettre à mal, y compris le Rassemblement national, si d'un coup il choisit d'exprimer, de façon un peu plus virulente, ce dégagisme, auquel, ils aspirent. Concernant l'argument du budget, Guilain Benessa, pareil, c'est quelque chose que la Macronie nous a rabâché. C'est attention, chers Français, laissez passer la pilule parce qu'en réalité, si nous n'avons pas de budget en décembre, c'est la catastrophe. Et si on est tout à fait honnête et qu'on se préoccupe de la souveraineté de la France, on serait presque tenté de se dire tiens oui pourquoi pas parce que personne ne souhaite que la France se retrouve sans budget et puis soumise ensuite pourquoi pas à des tutelles européennes ou autres affres qui pourraient nous tomber dessus dans ce genre de cas de figure. Écoutez, j'ai entendu Henri Guénaud dimanche soir, tenir un discours sur ce point-là d'une justesse absolue. Je ne peux que le rejoindre. Il a dit la chose suivante, sur le budget et notamment sur la question des retraites en disant: «Ça fait 50 ans qu'on mène une politique de petits comptables et avec cette politique de petits comptables, on se retrouve aujourd'hui dans le mur à nous expliquer qu'il y a que les chiffres qui comptent». C'est quand même formidable comme paradoxe. On vit, je vous rappelle, depuis les années Giscard, ça remonte, on nous balance des chiffres à la gueule. C'est-à-dire que moi, je suis d'une génération Liselotte, je sais que malheureusement, je suis un peu plus âgé que vous, j'aimerais avoir votre âge et de la prime jeunesse, mais je me rappelle des élections présidentielles de 2002, je crois, j'avais tout juste 18 ans, hein, je vous donne mon âge à l'antenne, faites le compte, où on Heureusement, nous je suis mauvaise rabâchait. en maths, donc je vais laisser planer le doute. Non, non, malheureusement. Bref, 2002, je me rappelle que les élections présidentielles se sont jouées, ou 2007 peut-être plutôt, 2007 avec Nicolas Sarkozy. On avait la roue de la dette, vous savez, c'était la roue de la fortune, ou plutôt la roue de la pauvreté. C'est-à-dire, on avait une sorte de dette qui tournait sur les plateaux avec vous savez, avec un compteur pour s'apercevoir de la dette française qui tournait en direct. C'était complètement anxiogène. C'est-à-dire que vous regardez un débat et vous avez le sentiment que le chiffre n'arrête pas de monter, comment dire, qu'on devient plus pauvre chaque jour et qu'on va tous crever. Je veux dire, c'est ça vous savez, le message d'une dette qui tourne en direct lors d'un débat, le message, il est clair. Il n'a pas besoin d'être commenté, il est carrément visuel. Ouais. Aujourd'hui, on vit exactement la même chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, François Bayrou, qui n'a de sa vie, de sa carrière, jamais servi à rien sur la dette, nous explique que c'est terminé, on ne pourra plus continuer comme ça, on va tous crever, c'est le Titanic, etc. Il n'y a plus besoin, l'orchestre ne joue plus, c'est fini, quoi. Alors, il y a deux remarques que je veux faire. Premièrement, donc ceux, et là je m'excuse, je vais faire un ceux, comme le il, vous savez, les grands ils complotistes, ceux-là même qui nous ont amenés dans une dette à 3500 milliards sont en train de nous expliquer, votez pour nous, donnez-nous une majorité, aidez le gouvernement, il faut faire passer le budget. Alors là, j'ai envie de dire, pas mal. C'est comme si on demandait à un receleur ou je ne sais pas, à un repris de justice de nous apporter toute sa confiance. La preuve, c'est que demain, il va en tôle et on va le soutenir. Je veux dire, faut arrêter de délire 2 minutes. Ils nous ont emmenés vers le mur de la dette. Ils en sont responsables. Il faut en tirer les conséquences. C'est plus jamais cela. C'est pas compliqué. Deuxièmement, soyons pratiques sur le terrain juridique. Oui, il nous faut un budget à 70 jours de la fin d'année. Je suis d'accord. Sauf qu'il existe 2, 3, 4 mécanismes constitutionnels pour soit poursuivre le budget qui avait déjà été voté auparavant. Alors, je sais que c'est déjà un problème, il faut revenir sur le budget 2023, mais ça existe. Deuxièmement, et là, j'en termine, si vous m'expliquez que de notre situation, où on est en train de tordre la Constitution dans tous les sens, où personne ne la respecte, où Emmanuel Macron, là, littéralement, on a corrompu l'esprit et une partie de la lettre, il faudrait que sur la question budgétaire, nous respections le petit doigt sur la couture du pantalon, les clauses constitutionnelles, les dispositions constitutionnelles sur ce sujet précis. Sincèrement, c'est là encore un hold-up théorique, pratique et politique, ça s'appelle le grand chantage. Il y a d'ailleurs, pour info, et Richard de Sèze nous rejoint, je pense qu'il se souviendra de ce grand film, Le Grand Chantage, je crois que c'est le terme, qui est un grand film des années 40-50, avec Marlène Dietrich, me semble-t-il, années 40 certainement. Donc nous rejoignons le grand chantage, mais sans Marlène Dietrich, c'est beaucoup moins drôle et beaucoup moins sexy, mais c'est comme ça qu'on nous le vend, pour vite faire passer la pilule, avoir un budget et surtout forcer les gens à croire qu'il n'y a nul salut hors d'un soutien à Sébastien Lecornu.
Voilà, et évidemment, c'est faux et heureusement parce que sinon la situation serait vraiment, déprimante. Guilherme Benessa, vous restez avec nous jusqu'à 8h15. On fait un rapide, détour par la chronique de Richard de Sèze. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Pour Richard, j'imagine que vous n'attendez rien du discours de politique générale aujourd'hui, puisque vous n'attendez plus rien de Macron. Enfin, à part de l'inspiration pour vos chroniques. Okay, mais oui, je tiens quand même à remercier Emmanuel, qui est vraiment la bouée de sauvetage du chroniqueur en mode d'inspiration. Oui, ce discours de politique générale, de toute façon, n'aura aucun intérêt, parce que c'est un discours où on va nous expliquer que, étant donné qu'on a fait passer la réforme des retraites à coup de 49.3, là, on va renoncer au 49.3 et à la réforme des retraites. Autrement dit, c'est un discours qui va contredire tout ce que Macron et sa clique nous imposent depuis plusieurs années. Et le Cornu est juste là pour nous expliquer que les parlementaires, réunis en tant que prébendiers d'un système qui les arrose grassement, ont décidé de faire une résistance farouche à tout l'esprit des institutions et à faire en sorte de nous prouver une fois de plus que la démocratie, la République, la Ve République et De Gaulle ont en fait imaginé un système qui permet d'éliminer le peuple. Guilherme Benessa, vous... Ah oui, je ne peux que... je bois vos paroles, Richard. Hein, le problème, il est... quant à la déclaration politique générale, premièrement, bon, ça maintenant, c'est devenu une habitude. Il n'y a pas d'engagement de la responsabilité du gouvernement dessus. Donc, c'est-à-dire que c'est juste un grand discours de Sébastien Lecornu, un grand. Vous vous rappelez l'islote du discours de François Bayrou. Il s'était perdu dans ses feuilles avec sa bonhomie habituelle. Donc, on va voir comment, cette fois-ci, quel style a Sébastien Lecornu. Maintenant, plus sérieusement, sur la déclaration politique générale, oui, effectivement, il y a de fortes chances qu'il renonce à la réforme des retraites, mais j'ai deux remarques là-dessus. Premièrement, on nous dit maintenant, depuis quelques jours, qu'on va suspendre la réforme des retraites. C'est la condition pour le soutien donc, du PS et des écolos. Premièrement, si on suspend la réforme des retraites, vous savez, moi, je ne suis pas dans les arcanes de l'application des réformes en France. Enfin, j'essaie de réfléchir. J'ai vaguement fait du droit public et du droit administratif. Je me demande sur quel bouton vous appuyez pour suspendre une réforme en 2 secondes que vous avez mis des années à mettre en place. Je m'explique. À mon avis, je vous fiche mon billet. On s'apercevra dans 1 an, si on suspend, que le coût de la suspension sera supérieur à l'application de la réforme. C'est-à-dire qu'on va mettre des milliards en jeu, vous verrez, pour conditionner, faire apprendre à des fonctionnaires comment débloquer ou rebloquer ce qu'ils ont rebloqué et débloqué. Ça va être un délire. Donc soit on fait une abrogation, et là je comprends, on revient sur la réforme, mais la suspension de la réforme des retraites, ça va coûter, à mon avis, comme dirait Emmanuel, un pognon de dingue, pour un résultat qui, à mon avis, sera très discutable. Ensuite, et je fais le lien avec ce que vous disiez, ce que vous me demandiez tout à l'heure, je me mets dans la peau d'un Français, d'un Gaulois, d'un fameux Gaulois réfractaire, comme les aime pas beaucoup Emmanuel Macron, qui regarde le spectacle. Il y a 2 ans, il allait dans la rue, ou plus ou moins dans la rue. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette réforme, 2023, la réforme des retraites. Qu'est-ce que c'est que cette réforme? Je ne la comprends pas. Je vous rappelle juste, je me permets ce petit rappel, Liselotte. Le Conseil constitutionnel avait validé la réforme des retraites tout en reconnaissant, noir sur blanc dans la décision, que les chiffres donnés par le gouvernement étaient faux et que les débats qui avaient eu lieu ne reflétaient pas la sincérité d'un véritable débat public. Donc cette réforme mal montée, incompréhensible, ubuesque, va être retirée en 3 secondes sur l'autel d'une compromission partisane pour gratter un peu de temps à l'Assemblée. Imaginez, je reviens dans la peau du Gaulois réfractaire, qui était peut-être hostile à la réforme, mais qui voit qu'on bazarde une réforme pour laquelle on a tenu, qui a coûté, là encore, un pognon de dingue, en manifestation, en crise à l'époque, qui a duré des mois. En 48 heures, on la bazarde, et ceux-là même qui la bazardent sont ceux-là même qui en tenaient et nous expliquaient que sans cette réforme, il n'y a pas d'avenir. Je veux dire, en termes d'illisibilité, d'irresponsabilité, de fabrique d'une petite politique à la semaine, je ne sais pas ce qu'il restera, si ce n'est honnêtement la médiocrité du moment. Donc moi, personnellement, j'étais hostile à la réforme parce que je considère que quand les Français ne veulent pas à 80% d'une réforme, on ne peut pas la faire, mais on ne peut pas non plus revenir en arrière en 3 secondes, 3 ans plus tard, avec cette espèce d'indignité qui est devenue également cette compromission générale de la classe politique, la même classe politique qui nous dit aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'avenir sans régime parlementaire, c'est-à-dire sans compromission et sans petits arrangements qui sont exactement les médiocres arrangements du jour.
Est-ce qu'on n'est pas un petit peu aigri? Est-ce que si c'était pas d'autres personnalités, on n'analyserait pas cela en disant c'est chouette, finalement il y a que les cons qui changent pas d'avis et puis il n'est jamais trop tard pour se retourner et enfin ils prennent la bonne décision, Richard? Non, parce que à chaque fois, le parti de la raison présente la manière dont il agit comme étant la seule possibilité intelligente de considérer le problème. On n'a jamais eu droit à un véritable débat. Macron a multiplié les gestes stupides, ces prétendus format Saint-Denis, ces grands débats, etc., où tout le monde s'exprime, il n'écoute personne. Ensuite, pour que les techniciens brillants qu'il a embauchés, du style Bruno Le Maire, nous expliquent qu'il n'y a aucune raison de faire autrement, qu'Elisabeth Borne nous explique que la démocratie l'exige et assassine la démocratie à coup de 49.3, mais d'une manière quasi compulsive, je veux dire qu'avec les obsédés sexuels pour faire comme elle a fait. Et elle a ensuite, elle nous explique, à l'idée que son parti puisse perdre des sièges, à l'idée que son président soit contraint à une nouvelle dissolution, qu'en fait cette réforme de retraite n'a aucun intérêt. Et on voit se fleurir des éléments de langage absolument aberrants, avec des chiffres qui sortent de nulle part, à peu près comme ceux d'ailleurs qui avaient justifié la réforme des retraites. On nous dit, oui, alors suspendre la réforme des retraites, ça va coûter tout de suite 3 milliards, mais en fait, une dissolution, ça coûte 15 milliards. D'où une dissolution coûte 15 milliards? Qui a validé ce chiffre de 15 milliards qu'on retrouve dans la bouche de tous les macronistes? En quoi le fait d'exercer la démocratie coûterait 15 milliards parce que c'est le retour aux urnes? Non, mais voilà, comme si n'importe quelle élection coûtait 15 milliards. Pendant ce temps-là, tous les patrons voit le moment où, effectivement, enfin, une fois plus, j'ai cité mes chiffres à moi tout à l'heure qui sont, hélas, exacts parce que ce sont ceux des administrations. 50 700 entreprises ont déjà défailli. Évidemment, les TPE, PME sont au premier rang. Et on se retrouve avec même pas une compromission, avec en fait un gouvernement de kleptomanes qui ont décidé qu'il était beaucoup plus urgent de garder leurs Marocains et leurs Strapontins que de laisser le peuple s'exprimer. Et un peuple qui s'exprime en permanence. Macron passe sa vie à nous expliquer qu'il veut réinventer la démocratie. Il la réinvente en faisant en sorte d'être... ce mot monarque républicain ne veut rien dire. Un autocrate, un dictateur au petit pied qui est assis dans la Constitution comme un coucou dans le nid d'un autre et qui nous explique qu'en fait, par principe, et parce qu'il ne veut pas avoir tort et parce qu'il a bien conscience qu'il est en train d'embêter tous les Français, il va surtout n'écouter aucune des voix françaises qui s'élèvent. C'est quand même stupéfiant. Guylain Benessa, je voulais vous laisser réagir et puis vous exprimer sur cette question de la dissolution, puisqu'on s'interrogeait sur la façon de retrouver des personnalités politiques, si ce n'est honorables, mais qui au moins sont légitimes. Et est-ce que la dissolution serait une solution? Alors, juste une remarque à l'instant sur ce qui vient d'être dit, je suis tout à fait d'accord. Le problème, vous savez, je suis désolé, je vais revenir sur l'ironie dont vous faisiez preuve à mon égard tout à l'heure, Liselotte, mais en fait, ça fait 50 ans, 56 ans, à mon avis, pour être précis, ou plutôt 51 ans si on comprend le mandat Giscard en 74, qu'on nous explique qu'il n'y a pas d'autre issue que le cercle de la raison. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que le cercle se plante, il nous explique tout de même qu'il va continuer et qu'il n'y a pas d'autre choix à cela. J'en veux pour preuve dimanche soir, et je reviens sur ce personnage sinistre, selon moi, mais tout de même très révélateur. Il faut écouter l'interview de Thierry Breton sur LCI dimanche soir. C'était lunaire. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué en creux qu'effectivement, ils sont plantés sur tout. D'accord ? Il a presque fait comprendre que effectivement la dette a grossi parce que les erreurs ont été commises par ceux qui sont aux manettes. C'était plus ou moins une de reconnaissance, une confession plus ou moins. Et après, il tient un discours en 2 temps qui est stupéfiant. Premièrement, il dit clairement il nous faut un homme et du leadership. Donc ça veut dire que c'est un coup de griffe à l'égard de Macron. Et la minute d'après, il dit c'est le temps il faut maintenant voir venir. Nous sommes dans le temps des conciliations, des compromis et du travail à l'Assemblée. Alors moi, je ne comprends plus rien. Soit on reconnaît qu'on a fait n'importe quoi et on dégage. Si j'étais un mauvais avocat, mes clients me congédieraient. Vous voyez, j'ai un mandat qu'on me donne pour assurer la défense de quelqu'un. Si je suis mauvais, je suis remplacé. C'est pas très compliqué à comprendre. Et mais c'est pas du tout gaulliste, ça. Pardon ? C'est pas du tout gaulliste. Pourquoi est-ce que le général de Gaulle n'a pas mis le mandat impératif dans sa constitution géniale ?
Vous savez, sur la question du mandat, De Gaulle n'était pas clair lui-même. C'est-à-dire qu'il a beaucoup tergiversé sur la question du mandat, sur la question de la proportionnelle, sur la question de la composition de l'Assemblée. Il est moins définitif et religieux qu'on ne le croit. Maintenant, alors attendez. Je vous rejoins, Richard, mais je ne vous rejoins pas en même temps. C'est-à-dire que, pour faire le lien avec la période actuelle, l'idée du général de Gaulle, c'est quand même que le mandat impératif, il est implicite. C'est-à-dire que le président de la République qui fâche tout le monde et qui perd une élection doit partir. Il est clair, il le dit, il le répète à perfit. La chose n'est pas très compliquée, ce qui veut dire que dans son esprit, le mandat qu'on vous donne est immédiatement lié à la perspective de devoir partir dans l'hypothèse vous ne rempliez pas, vous ne rempliez pas. Oui, Voilà, on est d'accord. S'il y en a un qui ne remplit pas sa mission, il est le gaulliste considère qu'il doit partir, et dans le cas de Macron, il considère qu'il doit rempiler au contraire, voilà. Et donc au contraire s'accrocher comme une bernique à un rocher. Merci de venir à mon secours, absolument. Alors, pour faire le lien sur la dissolution, le problème, il est simple. Aujourd'hui, plus le temps passe, plus les hypothèses se réduisent, c'est plus qu'un trou de souris. Pourquoi ? Parce que il y a 1 an et demi, il fallait faire démissionner Macron immédiatement. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que désormais, dans la situation dans laquelle nous sommes, entre-temps, le RN, fort logiquement, est monté, puisqu'il n'a même pas besoin de travailler, dans la mesure où tout le monde fait le job pour lui, puisque la confusion amène nécessairement, fait pousser nécessairement les rares qui ne sont pas dans la compromission, ce qui fait que plus le temps passe, plus la caste a peur du grand dégagisme, parce qu'il y a 1 an, elle aurait pu maîtriser un peu le dégagisme, aujourd'hui, elle ne maîtrise plus rien. Pour preuve, il y a 8 jours, on parlait de dissolution, 8 jours plus tard, on n'en parle presque plus. Pour une raison simple, c'est que désormais, si vous prononcez une dissolution, je disais récemment, en souriant un peu, mais je pense que c'est vrai, imaginez ce qui reste de la Macronie canal historique. Plus personne. C'est-à-dire qu'ils auront 20 députés, 22 députés, 24, je ne sais pas. On pourra remplir même pas un abribus. Et ça ne ressemblera à rien. Ce qui veut dire que plus vous attendez, plus on ne peut plus rien faire. Or, et je réponds clairement à votre question, Liselotte, et là-dessus, je ne vois pas d'autre issue. Il faudrait, grand 1, qu'Emmanuel Macron démissionne, parce que si vous faites une dissolution demain, vous ne répondez pas au problème, et en plus, vous le laissez en place, et s'il démissionne derrière, on va vous expliquer qu'un nouveau président ne pourra pas dissoudre. Vous voyez, on est dans un jeu comme ça, à plusieurs bandes, et le billard sera perdu. Donc il faut que Emmanuel Macron démissionne immédiatement. Je sais, je rêve. Deuxièmement, il faut dissoudre immédiatement. Je suis sûr que dans ce cas-là, pour avoir une majorité, en tout cas, il y aura quelque chose d'assez lisible dans le paysage, parce qu'il n'y aura pas d'autre choix que de ça. Je suis persuadé que ça va un peu changer le landerneau. Et ensuite, vous remettez d'équerre les choses avec une politique conduite de la base, du sommet jusqu'à la base. Sinon, ce ne sera que des arrangements. Si Macron attend et qu'il dissout, on va rejouer le barrage républicain à fond la caisse. Les mêmes vont tout faire pour ne surtout pas que ça bouge. Et surtout, vous avez vu la musique depuis quelques jours. Tout le monde est en train de nous expliquer, notamment François Hollande hier, qu'on ne peut pas appeler à la démission d'Emmanuel Macron parce que c'est contraire à l'esprit des institutions. Or, c'est exactement l'inverse. Ce qui veut dire que le petit persiflage et la petite corruption, qui est la petite musique du moment, va durer encore un peu plus longtemps pour nous expliquer que la solution n'est pas à pratiquer. En gros, on va nous dire quoi ? Plus la fin se raccroche, plus on aura le droit de rien faire parce qu'on aura encore plus corrompu le mode d'emploi juste pour sauver la place. Tout le monde a compris que pour sauver le privilège et les avantages et la voiture de fonction, on va encore plus raconter n'importe quoi pendant quelques semaines pour sauver les meubles. Maintenant, le dégagisme est tellement arrivé à ébullition qu'on va mentir encore plus. Mais cette fois pas Macron, tout le monde va mentir encore un peu plus pour conserver les privilèges le plus longtemps possible. C'est la bérésina. Et quand on est dans la bérésina, on ment le plus possible. Cette fois-ci, c'est un mensonge à grande échelle. Ce n'est plus le grand chantage, je le disais tout à l'heure, c'est le grand mensonge. Merci Guilain Benessa de finir sur ces mots positifs de bon matin. Chers auditeurs, comme d'habitude, tout n'est pas perdu, puisque rappelons-le, Emmanuel Macron, qu'il démissionne ou pas, de toute façon, n'est pas éternel. Guilain Benessa, merci beaucoup pour cette analyse. C'était très agréable comme entretien. Merci Richard Dessès pour votre chronique et d'avoir fini avec nous. Et donc Richard, je vous dis à tout à l'heure avec Myriam Descraffré et Guilain Benessa. À très bientôt, bonne journée.